Bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce nouvel totem que nous organisons sur un format différent de ceux que vous avez pu connaître. Pourquoi? Puisque nous faisons un totem témoignage. On a la chance aujourd'hui d'avoir 4 startups, je vais y revenir dans quelques instants. Juste pour un rapide rappel, on est ici au hub de chez BPI France. On peut se permettre de faire un tournage puisqu'on est très peu de personnes en respectant les règles barrières sanitaires essentielles. Le hub, c'est l'operating partner des fonds d'investissement du pôle innovation de BPI France, c'est-à-dire que chaque investissement réalisé par nos fonds d'investissement, nous passons du temps pour les aider dans leurs enjeux stratégiques, dans leur développement opérationnel, pour leur permettre d'atteindre finalement leur feuille de route qu'ils ont pu définir et pour lesquelles nous avons investi. Donc à côté de ça, on travaille aussi sur les enjeux de l'innovation, la question un petit peu de demain. On est un petit peu au carrefour de cette innovation et on a envie à chaque fois d'être un peu en avance de phase et on organise justement donc des totems sur différentes thématiques puisque vous nous suivez régulièrement sur ces sujets. Donc aujourd'hui le totem est différent, je le disais tout à l'heure déjà sur le format. La question sur laquelle on va s'interroger aujourd'hui, c'est, et en tout cas se focaliser, c'est comment la crise a été finalement une impulsion positive pour certaines entreprises, pour certaines startups. On va le voir aujourd'hui avec 4 startups. On a Classroom qui sera là, puisque ça a été un enjeu majeur, cette connexion entre le monde, je dirais, scolaire, académique et les familles. Juste après, on aura Welcome at Work, qui a un peu revisité l'enjeu de la question immobilier, surtout pour la question des bureaux. Puis on a Helikens. Helikens, ce sont les capteurs d'air. Vous avez compris qu'en cette période, justement, d'air pur et d'air sain, c'est essentiel d'avoir des bons capteurs, peut-être chez soi-même. On a la chance d'en parler. Et enfin, Minuit Une, qui a profité de ce temps Covid, puisque Minuit Une, c'est une start-up qui travaille avec le monde de l'entertainment et la production audiovisuelle. Donc vous imaginez que ça n'a pas été forcément la meilleure période, mais essentielle pour justement se réinventer et partir sur une nouvelle proposition de valeur, un nouveau produit, et ils seront là pour le témoigner. Comme d'habitude, cet événement est organisé et animé par notre partenaire avec Ouzbek Erika. On a Thierry Keller qui va venir pour recevoir nos invités et à chaque fois interagir sur cette question. Moi, je vais vous donner rendez-vous pour le prochain totem qui reprendra son format, je dirais, un peu plus habituel, un peu plus standard, qui est prévu le 16 juin sur la question d'e-commerce et de RSE. Vous recevrez évidemment les invitations pour nous suivre à ce moment-là. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie encore d'être présent et Thierry, je te passe l'antenne. Merci à tous. Merci beaucoup, Jonathan. Tu as tout dit. Effectivement, aujourd'hui, on va un peu changer le format. Donc, je vais faire passer un peu un grand oral à nos amis start-up. Et effectivement, on a décidé un peu de changer et de s'intéresser à la façon dont on avait essayé de rebondir. Alors, on n'est pas forcément dans un moment où ça y est, on peut à nouveau chanter, danser et où tout va bien. Mais clairement, on voit bien qu'on est dans un début de sortie de crise. En tout cas, c'est la question que je vais poser à nos invités. On entreaperçoit la lumière au bout du tunnel, comme dirait l'autre. Et donc, c'est peut-être le moment de faire un premier bilan, de voir comment ces entreprises ont pu se débrouiller pendant une période extrêmement compliquée. On dit souvent que dans la difficulté, on peut saisir des opportunités. Souvent, c'est une parole un peu creuse. Mais je crois que là, on va donner du corps à cette hypothèse. Je vais donc demander à notre premier invité de me rejoindre ici même sur scène et de s'asseoir à côté de moi. Franck David Cohen, bienvenue à toi, je t'en prie. Alors, juste avant de commencer avec toi, Franck David, on a à peu près un quart d'heure pour 4 invités. On va prendre 10 minutes de dialogue l'un avec l'autre. Et puis, mesdames, messieurs qui nous suivez, vous avez évidemment, comme d'habitude, la possibilité de nous envoyer vos questions que je relayerai grâce à un instrument magnifique qui s'appelle un smartphone. Franck David, bienvenue à toi. Bonjour, merci pour l'invitation. Écoute, c'est un plaisir. Tu as cofondé Classroom,
qui au début ne s'appelait pas Classroom. Alors peut-être déjà il y a une petite genèse de Classroom. Tu as été en concurrence frontale avec un mec qui s'appelle Mark Zuckerberg et finalement tu as passé un deal avec lui. Comment ça s'est passé? Alors, j'aurais bien aimé passer un deal avec lui. Oui, effectivement, avec mon associé Damien, on a créé une société qui s'appelait Room, qui était en fait un réseau social qui finalement prenait un peu le problème à l'envers en attachant une importance capitale aux données privées. Donc, il prenait à contre-pied évidemment Facebook et les autres réseaux sociaux. Et 3 mois après le lancement de Room, Facebook lance un nouveau réseau social qu'ils appellent Rooms. Donc le même nom, ils ont juste rajouté un S à la fin. Et forcément, on s'est retrouvé en difficulté avec une marque qu'on avait déposée, mais qui n'a pas arrêté Facebook, en tout cas pour lancer ce nouveau réseau social. Et assez rapidement, avec mon associé, on a compris qu'il fallait qu'on fasse, dans le jargon des startups, un pivot. Et c'est ce qu'on a fait avec Pour une fois qu'il y a un mot français dans le monde de la startup. C'est vrai. Il doit y avoir un équivalent anglais. Hein. Mais non, je crois qu'ils disent pivot en anglais en plus. Pivot. Voilà, exactement. Et alors le pivot, ça a été quoi? Ça a été en fait avec mon associé, on hésitait avec plusieurs possibilités justement de pivot. Et il se trouve que lui venait de divorcer. Il habite à New York depuis 17 ans et donc il était marié avec une Américaine. Et quand il a divorcé, sa fille avait 4 ans et il a perdu la garde. Enfin, il a pas eu la garde de sa fille. Il habite à New York, ils sont très pro-maman dans la région et pour les tout petits enfants, ils réfléchissent pas, c'est toujours la maman qui a la garde de l'enfant. Et du coup, il voyait sa fille un week-end, une semaine sur deux, ce qui rendait quand même les choses compliquées, puis surtout qu'il le coupait de tout lien avec l'école. Et donc il me disait, il faut absolument qu'on adapte notre application pour l'école, parce qu'il y a un vrai sujet, en particulier pour les parents divorcés, pour être en relation avec l'école. Moi, le seul truc que je reçois de l'école, c'est un espèce de mail où ils mettent tout le monde en copie une fois par semaine. C'est très impersonnel en fait. Hein. C'est impersonnel, il n'y a pas de traçabilité. Puis ils mettent quelques photos dans le mail et puis tu as toujours des parents qui font reply all. Donc tu as 50 mails après qui arrivent derrière. Oh, it's too cute, machin, etc. Donc il m'expliquait qu'il y avait vraiment un truc à faire. Moi, pour être tout à fait franc, au début, j'étais pas très chaud parce que l'éducation, c'est un milieu compliqué. Il y a pas mal d'inertie. Il n'y a pas forcément beaucoup d'argent à gagner aussi dans l'éducation. C'est pas les fintech, hein, quand on le voit. Et puis finalement, il a réussi à me convaincre parce qu'il y avait un réel besoin. Moi, je n'étais pas divorcé à l'époque, je le suis maintenant, mais j'avais un fils aussi qui était scolarisé. Et donc, j'ai compris qu'il y avait quand même un vrai sujet, même pour les parents qui n'étaient pas divorcés, pour justement créer du lien. En fait, d'avoir un lien avec l'école qui soit autre qu'administratif et autre qu'institutionnel en réalité. Oui, et puis c'est même plus qu'avec l'école, c'est même avec la maîtresse, parce que nous, on cible le premier degré, donc ça va de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. Il y a une maîtresse ou un maître d'école, hein, c'est pas comme au collège où il y a un prof par matière, etc. Donc le lien avec la maîtresse, il est compliqué aujourd'hui. Pas que quand on est divorcé, parce que quand tu amènes tes enfants à l'école, tu rentres pas dans l'école, parce que Vigipirate, etc., pour des raisons de sécurité, tu rentres pas dans l'école, donc tu vois pas la prof le matin, de toute façon tu es speed le matin. Le soir, à 4h30, la majorité des parents travaillent, donc ils ne peuvent pas aller chercher leurs enfants à l'école. Donc ils les laissent soit à l'étude, soit ils ont une nounou qui va les chercher. Donc là encore, il n'y a pas de lien avec la maîtresse. Donc finalement, le lien avec la maîtresse, tu l'as une fois par an au moment de la réunion de rentrée des classes, quoi. Et puis c'est tout. Comment Classroom se portait avant la crise? Et alors là, pour le coup, l'école a été totalement au cœur de la question de la crise sanitaire, puisqu'il a fallu être à la fois en présentiel, en distanciel. On a eu des très 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 longues vacances, puis on a dû revenir à l'école. Et tout à coup, l'institution scolaire est devenue carrément le cœur des vies de ceux qui, en tout cas, ont des enfants. Comment la bascule s'est faite? Et Jonathan le disait tout à l'heure, on a dû se réinventer à l'intérieur même de cette crise. Comment Classroom s'est réinventé et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je te pose la question parce que je sais que ça s'est plutôt bien passé. Donc, Alors, ça s'est bien passé, ça n'a pas été de tout repos pour nous. J'imagine. Je me souviens encore du moment où... je me souviens des jours qui ont précédé d'abord le discours de Macron, où le ministre de l'Éducation nationale en personne disait « Non, non, les écoles ne vont jamais fermer, etc. » Donc, à la fois, on se disait « Mais c'est pas possible, à un moment donné, ils vont fermer » parce qu'on voyait le virus qui se propageait, etc. Donc, ça sonnait faux quand même. Et puis, à un moment, bam, ça tombe, jeudi soir, discours de Macron, à partir de lundi, toutes les écoles de France sont fermées.
Donc ça veut dire à partir de lundi, quand on est le jeudi soir, ça veut dire que concrètement, il reste le vendredi en jour ouvré pour s'organiser pour les profs. Parce que le lundi, c'est fermé, donc il n'y a plus d'échanges possibles avec les parents. Donc en gros, entre le jeudi soir, post-discours Macron, et le vendredi, 4h30, sortie des classes, il fallait, pour tous les profs du premier degré notamment, s'organiser pour savoir comment ils allaient pouvoir faire l'école à distance, assurer ce qu'ils appellent la continuité pédagogique. Et là, vous, comment vous avez, comment l'interface finalement, parce que bon, Classroom est une interface, on interagit, enfin les parents interagissent avec la maîtresse ou le maître, mais en l'occurrence souvent c'est la maîtresse. Comment vous avez réussi à tenir pendant les longs mois qui ont succédé à la première annonce? Alors, en fait, ce qui s'est passé, il y a deux choses. Déjà, nous, ce qu'on a anticipé très vite, puisque juste après le discours de Macron, on s'est retrouvé avec un pic de profs qui se mettaient à créer des classes sur Classroom. Donc, à ce moment-là, on a senti que lundi, ça allait être, ça allait être vraiment l'explosion nucléaire, quoi. Donc, il allait falloir qu'on assure, parce que derrière, c'était pas du tout commun. Parce que, en fait, dans Classroom, juste pour un petit peu expliquer comment fonctionne l'appli, donc notre appli qui s'appelle Classly, qui permet la communication entre les parents et les profs, ça ressemble en fait, le prof crée une classe et ça ressemble à un fil d'actualité, comme un réseau social. C'est un réseau social en fait. Tout à fait. Alors l'avantage de ressembler à un réseau social, c'est que c'est très simple, que tout le monde sait se servir d'un réseau social. Donc on capitalise un petit peu sur ce que savent faire les uns et les autres, et en l'occurrence les parents, pour justement les rassembler autour de l'application. Et du coup, en fait, l'application était utilisée de manière diffuse sur toute la journée. Puisque le prof, quand il a une information à partager, il va la partager. Mais tous les profs ne partagent pas forcément l'information au même moment. Ce qui fait qu'en termes d'usage et de charge, c'est diffusé sur toute la journée, quoi, les connexions. On avait à ce moment-là 400 000 utilisateurs. Et en quelques jours, on est passé de 400 000 à plus d'1 million d'utilisateurs. Donc forcément, ce n'est pas la même chose. Et surtout, ce qui a changé aussi, c'est que les gens se sont mis le matin, entre 9h et 10h du matin, à récupérer les travaux à faire aux enfants pendant la journée de classe à la maison. Donc tout le monde se connectait entre 9h et 10h du matin. Donc tu passes de 400 000 qui s'étalent sur une journée, voire sur plusieurs jours, à 1 million qui se connectent à la même heure. Bon, là, les serveurs ont sauté. Comment ça s'est passé? Ah oui, là, ils ont sauté. Ouais. Pourtant, on s'est préparé. Alors là, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire pour essayer de s'en sortir. On l'a fait. On a utilisé toutes nos cartes. Tu sais, parfois, tu te dis, j'ai des cartes, je sais pas si je les joue là maintenant, je vais peut-être pas déranger Xavier Niel, il a d'autres choses à faire, etc. Bah non, là, j'ai vraiment... T'as dérangé Xavier Niel? Là, j'ai dérangé Xavier Niel, j'ai dérangé tout le monde pour essayer de trouver des solutions, trouver les meilleurs ingénieurs systèmes pour essayer justement de faire en sorte que nos serveurs puissent tenir la charge en un temps qui était juste pas possible en fin de compte. Donc on a optimisé, on a fait plein d'optimisations pendant le week-end pour attendre le lundi en espérant que ça tienne. Et le lundi à 10h du matin, ça n'a pas tenu. Et nos serveurs ont complètement planté et puis on a dû complètement couper le service pour toute la journée du lundi. Et pour justement remettre tout un tas de trucs en place et redimensionner un peu le service. Et puis le mardi, c'est passé. Et après, pour tous les autres jours qui ont suivi, on a pu fonctionner correctement, mais ça a été assez intense. Alors, j'avais prévenu, on a très peu de temps, parce qu'on a 1 heure en tout, mais en gros, où on en est aujourd'hui, je pense déjà, on peut dire qu'il y a un Classroom freemium et un Classroom premium. Et je crois que vous avez parmi vos clients des municipalités, des communes. Ouais. Combien aujourd'hui de classes sont adressées? Et puis, alors évidemment, il y a des questions qui commencent à m'arriver. Est-ce que tu penses, Franck David, que les besoins exacerbés pendant la crise vont perdurer? Est-ce que tu en as profité pour développer d'autres offres sur d'autres marchés? Bref, je te pose 4 questions et tu as 10 secondes. Je plaisante. Mais en gros, on en est où aujourd'hui et c'est quoi le développement potentiel de Classroom aujourd'hui? Parce que, en fait, les usages qui sont nés pendant, en tout cas, la plupart vont perdurer après. Enfin, c'est sans doute ce qui peut arriver. Alors, en fait, ce qui s'est passé, nous, on le voit, parce que ça y est, là, maintenant, les écoles sont ouvertes. Elles ont fermé, en fait, dans le premier degré, elles ont fermé que 3 jours sur l'année 2020-2021. Donc aujourd'hui, on le voit, oui, les usages perdurent. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes usages parce qu'on n'a plus ce pic de connexion à 9h du matin de tous les parents qui font la classe à distance. On est capable de le faire si demain il faut le faire, on est prêt. Mais aujourd'hui, surtout, ce que ça a permis, en tout cas pour nous, c'est que les profs et les parents comprennent l'intérêt de notre application. L'intérêt d'avoir cette communication renforcée avec les familles parce que ça n'est pas simplement qu'en cas de force majeure, comme il y a eu pendant la crise, que cette relation est importante. Là, évidemment, elle l'est
elle devient essentielle puisque les écoles sont fermées, donc sinon il n'y a plus de communication du tout. Mais elle est essentielle en fait même tout au long de l'année quand les écoles sont ouvertes, parce que pour toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure, les divorces, les parents occupés, parfois la barrière de la langue aussi, il y a des parents qui ne parlent pas le français. Notre application elle est capable de traduire dans une centaine de langues. Du coup, en Vous fait, êtes présent dans plein de pays. Hein. on a aujourd'hui un peu plus de 30 pays où on a des classes actives, déployées. Donc on a une croissance naturelle qui se fait à l'étranger sans qu'on la cherche réellement pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore ce stade de maturité. Aujourd'hui, on est quand même surtout en France, mais on commence à avoir, on a pratiquement 20% maintenant de nos classes qui sont à l'étranger. Mais voilà, aujourd'hui, l'application, elle sert pas simplement pour assurer la continuité pédagogique, mais elle sert aussi vraiment pour renforcer, et surtout pour renforcer ce lien entre les familles et l'école qui est essentiel pour l'épanouissement des enfants. Super. Bah écoute, merci à toi, vraiment. Merci pour l'invitation. Bah non, mais franchement, désolé, on aurait aimé discuter bien plus longtemps avec toi. Juste peut-être 2 mots sur les villes de Montpellier et de Nanterre, peut-être. Il y a des choses qui se passent là-bas. Alors, on discute. Alors, Montpellier, non. Mais Nanterre, oui. En fait, il y a plusieurs communes qui nous contactent. Hein. Et c'est vrai que Nanterre, par exemple, très récemment, ils nous ont contactés en nous disant nous, voilà, on s'intéresse à maintenant vraiment organiser la relation parents-prof parce qu'on a vu que c'était vraiment essentiel pendant la crise, etc. Et c'est vrai que quand on les a rencontrés, il y a un truc qui est très facilitant, c'est qu'il y a 500 classes à peu près à Nanterre et qu'il y en a déjà 210 qui utilisent Classly. Donc forcément, quand ils doivent choisir la solution à adopter, quand elle est d'emblée adoptée par déjà pratiquement la moitié de leur classe, ça doit certainement simplifier les réflexions. Ok, bon, donc Nanterre, prescripteur. Bah écoute, quand on aura signé, je te dirai. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Franck David. Merci à toi. Je vais laisser la place et accueillir maintenant Nicolas. Nicolas Bevaden, bienvenue à toi. Jonathan le disait tout à l'heure. Bonjour Thierry. Salut. Tu as donc fondé Welcome at Work. Qu'est-ce que c'est Welcome at Work? Comment vous avez été impacté et comment vous en êtes sorti? On va commencer par ce que c'est Welcome at Work. Alors effectivement, Welcome at Work, c'est un ensemble de services dédiés à la gestion et l'animation des parties communes des immeubles de bureaux. Inspiré des codes de l'hôtellerie de luxe. Le concept, il est déployé à peu près sur 36 immeubles aujourd'hui. Ça représente 300 entreprises locataires de ces immeubles et 30 000 Donc on est salariés. sur du multi-usage. Un immeuble égale plusieurs entreprises. Hein. Exactement. Alors, nous, c'était pas le mardi soir le discours d'Emmanuel Macron, mais c'était celui du mardi suivant où la veille, en fait, tous les immeubles de bureaux se sont vidés. Ça a été la débandade. En 24 heures, l'ensemble des immeubles de bureaux sur lesquels on travaillait se sont vidés et se sont fermés. Et ce qui a été compliqué, c'est que pendant 3 mois, donc c'était il y a quasiment 1 an jour pour jour, il n'y avait pas une journée sans qu'un article de journal sorte en disant c'est la fin du bureau. Tout le monde ira en télétravail. Ah, ça, c'est la faute de mes confrères et de moi-même. C'est-à-dire on adore annoncer des trucs et on adore commencer des articles par la fin de. Alors, c'était pas totalement la fin. Non, en fait, ce qui était intéressant, c'est que, comme toute nouveauté qui arrivait un peu brutalement, qu'est le télétravail, on a d'abord vu un certain nombre d'aspects positifs. Économiser du temps dans les transports, impact environnemental, proximité avec la famille. Mais notre conviction à nous, c'est qu'on n'avait pas encore vu tous les impacts un peu négatifs que je pense on commence à voir aujourd'hui et à mesurer. À ce moment-là, nous, notre conviction, parce qu'on ne faisait pas les malins, c'était de dire le monde du bureau, en fait, il était déjà en train de changer et que cette crise accélérait ce changement. Et que concrètement, en 2 mots, on allait passer du bureau avec la table, la petite lumière et la chaise à un rôle beaucoup plus stratégique pour le bureau, autour de 3 grandes dimensions. La première, c'est une notion de hub de rencontre, c'est-à-dire que c'est l'endroit où va se créer la communauté, l'endroit où va se vivre les échanges dans l'entreprise avec toute la communication informelle. La deuxième idée, c'était de dire que c'est un endroit qui doit rendre service. Et a fortiori, on commence à le constater de plus en plus là, l'idée de faire revenir les salariés au bureau. On a pris tous, en travaillant à la maison, un certain nombre de conforts, de facilités qu'il va falloir se retrouver au bureau. C'est un vrai enjeu. Et la troisième idée, c'est de dire que le bureau, c'est aussi la vitrine de l'entreprise et donc il faut qu'elle soit incarnée en ce sens. Alors, le client final, entre guillemets, c'est donc le salarié, c'est le collaborateur. Le client B2B, c'est quoi? C'est l'asset manager, c'est le propriétaire de l'immeuble, c'est le RH, c'est qui? Alors effectivement, notre modèle, c'est de contractualiser avec le propriétaire de l'immeuble. Okay.
sur des immeubles multilocataires, tu le disais. Mais au final, les personnes qui bénéficient du service, c'est effectivement les salariés qui sont sur l'immeuble sur lequel le Welcome at Work est déployé. Donc, tu nous dis, hein, on était il y a 1 an, tout à coup, bim, vague de télétravail. Et puis, qu'est-ce qui se passe derrière? Comment ça date de quand, juste, pardon, Welcome at Work Alors, Welcome at Work, on va fêter les 5 ans cet été, dans quelques semaines. Donc, j'imagine que vous n'aviez pas anticipé une crise sanitaire mondiale. Il fallait lire Uzbek Erika et Bill Gates pour ça. Et encore, nous-mêmes, on avait oublié de nous relire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu es encore en vie. Welcome at Work fonctionne. On est Il y a encore de en la vie. croissance, sinon tu ne serais pas là. Donc on n'est pas en train de faire une autopsie, mais plutôt de décrypter une renaissance. Comment s'est opérée cette renaissance? En fait, c'est marrant parce que cette crise, en fait, a été un accélérateur pour Welcome at Work. Comme je l'expliquais, le monde du bureau, il a changé. Et en fait, Welcome at Work, c'est une des bonnes réponses pour cette crise. Et d'ailleurs, le symbole, c'est qu'on a réussi à faire une levée de fonds à l'été dernier, il y a quasiment 1 an jour pour jour, parce que les fonds qui nous ont rejoints, dont cette belle maison, ont bien compris que Welcome at Work était une des réponses du nouveau bureau. Et d'ailleurs, nous, on le constate, c'est que depuis septembre, quasiment tous les 2 mois, on bat notre record de leads commerciaux, de demandes entrantes. Et si je devais le résumer, la demande qu'on nous fait, c'est aidez-nous à faire revenir les salariés au bureau dans des bonnes conditions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le modèle, c'est d'envoyer des welcome managers dans les bureaux. Et alors, ces welcome managers, ils ont aussi une spécificité, et je crois savoir qu'ils sont un peu à la frontière. Alors, je vais le dire avec mes formules à moi, mais entre le géo du Club Med et le maître d'hôtel, c'est un nouveau métier aussi pour eux. Donc derrière, il y a quand même un petit effet multiplicateur bénéfique à tout un tas de parties prenantes. Tu le dis très bien, j'aurais pas fait mieux. C'est effectivement ça, c'est le mix parfait entre le géo du Club Med et le maître d'hôtel 5 étoiles. Pour illustrer ça, dans les faits, une majorité de nos équipes proviennent de l'hôtellerie de luxe, avec tous ces codes du service. C'est un service un peu sophistiqué quand même. Exactement, parce que on est quand même dans des immeubles corporate, dans lesquels il y a une attente de service que l'hôtellerie haut de gamme a très très bien su développer. Et on mixe aussi avec des équipes de profils qui viennent plutôt de l'événementiel, puisque notre métier de fond, c'est de faire vivre les immeubles, de faire vivre la communauté des salariés à travers un programme événementiel, à travers de la communication interne. Et donc on hybride en fait ces profils. Et effectivement, on a un programme d'onboarding pour former nos équipes, pour être capable à la fois de délivrer le niveau de service attendu et en même temps d'avoir ce sourire qui fait que les salariés qui reviennent sur les immeubles, et c'était assez intéressant, on a eu quand même des creux et des reprises temporaires entre les différents confinements, et on a eu énormément de retours qui étaient « Ah, ça fait plaisir de vous retrouver, votre sourire nous a manqué, merci d'être encore là ». Est-ce qu'en termes de... On a souvent dit que cette crise de l'office était une crise du gigantisme. On est passé de sièges sociaux de 20, soit 50, 70 000 m² à des trucs un peu plus humains, de fait. Et est-ce que Welcome at Work est configuré pour adresser cette nouvelle taille, qui est une taille finalement, je dirais, moins gigantesque? Alors, la notion de taille, elle est importante, puisque tu as raison, ça ne va pas du tout être la même ADN sur un immeuble de grande taille ou petite taille. La grande taille, elle a un avantage, c'est que plus l'immeuble est grand, plus tu peux mettre de services dont le coût est mutualisé sur plusieurs entreprises. Donc en réalité, plus ton immeuble est grand, plus il est serviciel. En revanche, plus il est petit, plus ça va être compliqué, mais tu vas avoir un avantage, c'est que tu vas plus facilement développer cette notion de proximité. Après, et c'est un des jobs ou un des indicateurs de réussite des Welcome Managers, c'est quand 30-40% des salariés de l'immeuble connaissent le prénom du Welcome Manager et réciproquement. Donc il faut que le Welcome Manager soit là un peu longtemps et que ce soit comme une sorte de pote finalement. Et c'est un peu comme en boîte, on connaît le videur, là on connaît le Welcome Manager. Je sais pas si l'analogie avec le videur leur plaira, mais maître d'hôtel, ça marche très bien. Physio. Non, mais là où tu as raison, c'est qu'il y a une notion quand même de proximité, de vraie connexion, mais qui doit toujours rester professionnelle. Donc c'est cet équilibre qui fait la richesse de nos Welcome Managers. Moi, j'ai pas mal de questions qui arrivent. Comment Welcome at Work intègre le télétravail dans sa façon d'imaginer le travail de demain? Alors effectivement, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on n'est pas au bout de la réflexion sur le télétravail. Nous, ce qu'on constate, et je vais prendre une métaphore, c'est que je pense que le télétravail, c'est comme un médicament. C'est-à-dire qu'à la bonne posologie, c'est hyper efficace pour une entreprise. En dessous, ça ne sert à rien, au-dessus, ça la tue. Et je pense que toutes les entreprises sont en train de réfléchir sur ce sujet-là
pour mettre le bon dosage. Et de ce qu'on regarde, de ce qu'on voit avec les entreprises, c'est qu'il n'y a pas forcément de réponse unique. Ça va dépendre de l'activité, de l'ADN de l'entreprise, de sa localisation. Pour répondre spécifiquement à la question, ce que nous on fait, c'est qu'on essaye de faire en sorte que déjà, quand les salariés viennent au bureau, ce ne soit pas une contrainte, mais un plaisir. Donc en fait, voilà, parce qu'il y a une question finalement, c'est se sentir chez soi en allant au travail pour interrogation. Donc welcome at work, welcome at home. Bon, on a beaucoup pâti par certains aspects du télétravail, les enfants dans les pattes, heureusement qu'il y avait Classroom. On a la frontière entre le professionnel et le privé, finalement, c'était passé de son salon à sa cuisine et de se servir un petit apéro à 19h30. Comment, là, tu récupères les codes du chez-soi tout en étant quand même dans un autre moment de ta vie, avec y compris une autre identité, j'imagine, où on est un peu quelqu'un de différent quand on franchit les portes de son taf. Qu'est-ce qu'on garde de chez soi et qu'est-ce qu'on attrape de nouveau d'ailleurs ? Question compliquée. Écoute, je pourrais pas forcément te dire exactement. Je pense que c'est un sujet individuel. En revanche, ce que nous on constate, c'est que oui, il y a besoin de repenser les espaces dans la façon dont ils sont aménagés, la façon dont ils vivent. Je prends souvent un exemple, c'est le commerce. Quand tu regardes la façon dont les espaces commerciaux ont évolué ces 20 dernières années, c'est incroyable. Je veux dire, le bureau, il y a quelques espaces de bureau, tu retrouves des espaces de bureau qui sont analogues à ceux qui avaient 20 ans. Et la mue, elle est en cours, elle va commencer dans les aménagements, dans la façon de les faire vivre, la façon de les exploiter. Et je pense que effectivement, intégrer la dimension comme à la maison, la dimension informelle, c'est toute la notion de communication informelle qui, finalement, quand on regarde ce qui a manqué au télétravail, c'est le moment agréable avec un collègue à la machine à café. C'est la convivialité, clairement. C'est la convivialité qui fait qu'on a plaisir, ou pas d'ailleurs, mais à échanger avec ses collègues. Le fait que quand on a une difficulté dans un coin, finalement, elle peut peut-être se résoudre sur le palier d'ascenseur en discutant avec un collègue qui n'est pas du tout dans notre sujet, mais qui a sa vision. Voilà, c'est tout ce lien, finalement, qui fait que d'abord c'est plus facile de faire son travail, qu'on a plaisir à venir et qu'on se sent, et c'est là où c'est important, attaché à l'entreprise. Enfin, il y a un vrai sujet. Un petit mot, il y a une étude, elle a été très peu relayée, mais je trouve ça dommage parce qu'elle est importante. 80% des chefs d'entreprise ne veulent pas pérenniser le télétravail. 80%. Alors, il y a des biais puisque c'est plutôt des petites entreprises, etc. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet de comment bien faire vivre ce télétravail et que chacun se l'approprie. Est-ce que, dernière question, est-ce qu'il y a un immeuble test où tu expérimentes des trucs un peu dingues et qui permettrait d'être une sorte de showroom pour les autres ? Je pense évidemment à la question du sport, du bien-être, de la restauration, où on peut tenter des trucs. Alors, ce qui est intéressant, tu as deux sujets qui sont en train d'exploser aujourd'hui avec la crise. Tu as le sujet on va l'appeler de la flexibilité du coworking, la capacité à sortir pour une entreprise du bail 369. Et là, ça va dans tous les sens. C'est hyper intéressant, on est au cœur de ces révolutions-là, donc les modèles sont en train de se créer. Donc on a, nous, lancé un test au début du confinement, on est en train d'en tirer les enseignements. Et deuxième sujet, tu as raison, c'est la restauration. La restauration classique avec le plateau est en train d'exploser. Et donc un certain nombre d'acteurs de la food tech, soit nouvellement créés, soit venant du B2C, sont en train d'arriver dans ce modèle-là et tout est en train de se repenser. Alors c'est pas de tourpeau, mais c'est absolument passionnant de vivre ça en ce moment et en tout cas ça nous occupe énormément. Alors en fait je pensais que c'était ma dernière question, mais j'ai une question extrêmement perfide qui m'arrive, donc je vais être obligé de te la poser puisqu'elle vient pas de moi. On revient à l'entreprise paternaliste, n'est-ce pas excessif ? J'ai le droit à un joker, non, tu m'as dit. Ouais, tu peux répondre ou pas répondre. Non, mais c'est un paternalisme cool. Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire, entreprise paternaliste. Ce que je pense, c'est que on prend en main un peu le salarié. Et Je pense que ce qui est sûr, c'est que, mais j'ai peut-être enfoncé des portes ouvertes. Les nouvelles générations attendent autre chose de l'entreprise qu'un simple oui, ça revenu. Se saurait, quoi. Si on n'est pas sincère, ça craint en fait. C'est ça. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je vais prendre un exemple qui pour moi est symptomatique, c'est que j'ai vu des entreprises qui, pour recruter leurs salariés, dans le process de recrutement, il n'y avait pas qu'un entretien. Il y avait, on va visiter les locaux pour vous faire sentir comment on vit dans ces locaux. Et je trouve que c'est ça. Alors, est-ce que ça, c'est paternaliste ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait de se sentir bien dans l'entreprise impliquée, ça passe par les locaux, ça passe par le management. C'est moins notre sujet, mais oui, ça passe par le management. Mais en tout cas, à notre niveau, tout ce qui est l'aménagement, tout ce qui est le faire vivre les espaces, je pense que c'est un enjeu important. Ok, ce sera le mot de la fin. Merci à toi. C'est vraiment, je suis désolé, c'était pour toi les questions pertinentes. Merci Thierry. Mais en tout cas, longue vie à Welcome at Work. Et à très bientôt. Salut. Salut à toi. Et j'accueille maintenant notre troisième invité, Olivia Dumoulin.
Olivia, salut, bienvenue à toi. Tu es venue avec un objet, avec plein de matériel. Olivia, tu nous viens directement de Grenoble. De Grenoble. Merci d'être venue spécialement pour l'occasion. Tu es venue spécialement pour l'occasion. Spécialement pour l'occasion. Génial. Tu es donc directrice financière de Illikens. Ouais. Qu'est-ce que Illikens? Et bon, je t'avais posé la question et donc je me suis couché moins bête ce soir-là. Qu'est-ce que le Likens? Ou qu'est-ce que le lichen? Alors le nom a été choisi parce que les fondateurs avaient remarqué que le lichen, ça pousse là où l'air est pur. Et comme on est sur le sujet de la qualité de l'air, c'est comme ça que le nom a été choisi. Ok, alors... Entreprise. Entreprise, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ces petits objets avec lesquels tu es venu? Et en quoi le fait de... Alors, on a compris que c'était plus ou moins des capteurs. Jonathan l'avait un peu... De gaz. Jonathan l'avait un peu dévoilé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça mesure, Illikens? Ok, alors on va y revenir. Alors l'entreprise en 2 mots, donc elle a été créée il y a 5 ans. Ça a commencé avec, je dirais, une intuition, un pari un peu fou de faire quelque chose qui n'existait pas. Et quelques années plus tard, 5 ans plus tard, comme certains autres, donc c'est 35 salariés, dont 12 docteurs qui cherchent plein d'innovations. On a 6 nationalités, on a un peu plus de 50 brevets. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça à Grenoble? Donc on a commencé Grenoble, qui est la ville de France avec le plus d'ingénieurs par habitant. C'est ça. Et ça ne fait pas baisser les prix du mètre carré. Alors, la première, on fait 2 gammes de produits. Okay. Donc la première, c'est des capteurs. Est-ce qu'il y a moyen de zoomer? Je sais, j'ai pas de retour, mais non, il n'y a pas moyen. Je vais le poser, ce sera plus simple. Donc c'est des capteurs de gaz. Donc ça mesure plusieurs types de gaz, mais principalement du CO2 et du méthane. Et la première application de l'entreprise, donc c'est qu'en fait, ce petit capteur, il rentre dans un dispositif comme celui-ci que portent les gens qui travaillent dans des milieux confinés. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné où si le taux ou la concentration est trop importante, c'est dangereux pour la santé. Quel genre de lieu confiné? Alors, ça peut être des mines. C'est un lieu confiné. C'est un lieu confiné, voilà, exactement. Mais je pense que le thème actuel, et c'est un peu la deuxième, on va dire, gamme de produits, c'est des stations connectées. Donc, à l'intérieur. Ça, c'est une station connectée. Voilà. Donc, à l'intérieur de cette station, il y a un capteur. Et par exemple, celle-ci, elle mesure la qualité de l'air intérieur. Donc, ça veut dire qu'elle mesure du CO2. Et je pense que pour tous ceux qui ont des enfants à l'école, ils ont bien entendu parler de la nécessité de mesurer et d'ouvrir les fenêtres quand le taux devient trop important et l'air vicié. Nos 2 invités précédents ont évoqué les allocutions télé d'Emmanuel Macron. Ouais. Quand Macron dit à la télé, en tant que président de la République, il faut ouvrir les fenêtres, est-ce que le chiffre d'affaires de Illikens augmente? Alors, je pense que les choses auraient quand même été plus simples. Ça a été un vrai sujet de santé publique, donc je le dis en rigolant, mais c'est un vrai sujet de santé publique. Exactement. Donc, on a eu 2 effets positifs, si on peut dire. Donc, le premier, c'est que les vaccins ARN messagers Pfizer et Moderna, pour les transporter correctement, il faut les stocker à très basse température. Donc, ils sont stockés dans de la neige carbonique. Et cette neige carbonique, quand elle se liquéfie éventuellement et se transforme en gaz, il y a du danger. Donc, en fait, on a vendu beaucoup de capteurs de CO2 pour pallier à ce problème. Donc, votre client était Pfizer, hein? Notre client était... Enfin, est Pfizer. Non, notre client est Honeywell, qui est le leader mondial, le leader mondial des équipements de protection des salariés en milieu industriel. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est effectivement que le sujet de la qualité de l'air extérieur et intérieur, il prend beaucoup d'ampleur, on s'en est tous rendu compte. Et donc, on a accéléré le développement d'objets comme celui-ci connectés, qui permettent de faire des mesures dans les salles de classe, bientôt j'imagine dans les restaurants, dans les bureaux, et de cartographier un petit peu le moment où il faut ouvrir et probablement mieux réguler également les climatisations. Jusqu'où on peut aller dans la mesure des gaz et jusqu'où on peut aller dans la mesure... Enfin, techniquement, aujourd'hui, j'imagine que tu nous parles de brevets, donc il y a énormément d'R&D chez Illikens. Quel est votre Graal? C'est de mesurer le taux de virus dans l'air? Comment ça se passe? C'est un petit peu... Alors, y a plein de projets, mais le Graal, c'est
je pense que le Graal, c'est de mesurer ce que personne ne sait mesurer aujourd'hui en temps réel et d'arriver à prédire. Donc, ce serait les pollens, sachant que le pollen, c'est un vaste sujet. Il y a beaucoup de types de pollen. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire. Et puis d'arriver à mesurer ce qu'on appelle les particules très très fines. Donc aujourd'hui, le problème des particules, on en parle beaucoup, mais celles qui sont vraiment dangereuses, c'est les plus fines, c'est les plus difficiles à contrôler, à filtrer, et donc c'est les plus difficiles à mesurer. Voilà. Donc ça, c'est notre ambition. Le public adressé, la clientèle que vous cherchez, c'est une clientèle qui est... Bon, tu nous parles d'Honeywell, donc d'abord B2B forcément. Ouais. Est-ce que derrière, il y a l'idée de démocratiser et d'aller vraiment vers du B2C ? Alors, c'est en pleine réflexion, mais c'est sûr que la crise a accéléré cette réflexion, parce qu'on se rend compte que finalement, les gens, ils aiment bien voir un produit fini, et c'est plus simple pour comprendre ce qu'on fait. Donc, effectivement, ça fait partie de ce qu'on souhaite faire, et ce qu'on fait, et ce qu'on a fait avec l'application. Alors, tout à fait, absolument. Il y a l'application que Thierry va montrer. Donc, en fait, on a fait une application qui s'appelle e-Lycan Air, et qui permet tout simplement de mesurer la qualité de l'air. Donc, ça mesure plusieurs choses, dont certaines particules. Et ça se fait rue par rue. Voilà, donc c'est pas seulement juste Paris ou Bordeaux ou Grenoble, c'est vraiment la rue dans laquelle vous êtes. Combien de villes sont... Alors on a, je crois, plus de 300 villes aujourd'hui en France et ailleurs. Certaines fonctionnent avec nos propres stations de qualité de l'air extérieur pour affiner les données, comme Grenoble, San Francisco par exemple. Ok. Donc quand tu dis rue par rue, ça veut dire que on peut. Bon, là, on est carrément dans de la prédiction. On peut même prévenir des accidents de gaz, par exemple. Alors une autre thématique, alors qui serait avec d'autres outils, mais c'est effectivement d'arriver à prédire les fuites de gaz. Donc on est toujours sur sauver des vies, santé, sécurité, etc. Donc avec ces capteurs qui sont, comme vous avez vu, très petits, qui ont une mesure très précise, une grande fiabilité, etc. On va pouvoir, sur les équipements de gaz qui sont quand même assez vieillissants en France et ailleurs, mesurer les micro-fuites pour éviter les explosions. J'ai quelques questions qui m'arrivent sur le fil. Est-ce que c'est de la mesure et de la correction, ou est-ce que c'est pour assainir un air, ou est-ce que pour assainir un air vicié, vous vous associez à d'autres ? Alors en fait, on fait de la prévention, mais on n'a pas de système, on va dire, derrière qui corrige le problème. C'est ça. C'est de la détection. Vous êtes vraiment dans l'amont, en fait. Tout à fait, dans la détection. Quel public, quel type d'entreprise vous cherchez à atteindre en développant une offre pour lutter contre le pollen ? En gros, c'est les municipalités, c'est les entreprises, c'est les associations de riverains. On peut tout envisager, mais le pollen, ça coûte. C'est-à-dire les gens se font désensibiliser. Donc on peut tout envisager. Pourquoi pas des accords avec les unités de santé pour promouvoir une solution qui permet d'éviter aux gens d'être exposés et donc d'être malades et donc d'avoir des traitements. Et voilà. Donc il y a plein de choses qui peuvent s'envisager. Pour l'instant, on est en pleine recherche fondamentale. On n'est pas tout seul. On travaille avec d'autres laboratoires. Et donc, c'est des produits qui ne sortiront pas avant 3 ans. Donc, le modèle économique autour de ça, on a encore un peu de temps pour le définir. Est-ce qu'on pourrait quasiment faire une analogie avec des stations météo ? Il y a un truc qui est quand même incroyable, c'est que autant la météo est quelque chose d'extrêmement démocratisé et totalement mainstream, autant la mesure de l'air, du gaz, c'est quelque chose de très neuf et pourtant ça semble être, en tout cas quand on parle, extrêmement nécessaire. Comment t'expliques ça ? Je pense que donc, ce qu'ils appellent les ATMO, donc c'est les organismes qui ont développé tout ce qu'on sait autour de la météo. C'est des investissements et des infrastructures extrêmement coûteux, très anciens, avec des moyens importants. Donc il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits. Et avec le temps, toutes ces informations, elles ont été mises à la disposition. On sait tous les chaînes météo, les applis météo, etc. En fait, la solution qu'on propose, elle est à la fois, elle est complémentaire parce qu'elle ne mesure pas que, on va dire, mais elle a aussi l'avantage d'être très, très peu coûteuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec... alors elle ça ressemble à un compteur GGR Je veux dire, aujourd'hui, avec des stations qui ne ressemblera pas à celle-là, mais qui seront à peine plus grandes, si j'en mets 3 ou 4 sur un périmètre, ça remplace en fiabilité un équipement qui coûte des centaines de milliers d'euros. Alors, j'ai pas mal de questions qui arrivent, mais
si on revient à la question de la crise, qu'est-ce qui a fondamentalement changé pour vous durant la crise ? Comment vous avez, alors tout à l'heure on parlait de pivot, Franck David nous parlait de pivot, est-ce qu'il y a eu un pivot et est-ce que de fait, évidemment la question environnementale et la prise de conscience grandissante autour de notre qualité de vie a joué dans la façon dont vous vous êtes redisposé ? Alors, c'était une réflexion qui était en cours, mais c'est vrai que ce qui a fait accélérer justement le virage... Tu parlais de mine tout à l'heure. Voilà, donc accélérer le virage, c'est justement de se faire connaître à travers cette application, mais d'autres éléments, et de faire un produit fini et non pas juste un capteur, et de faire de la sensibilisation, de l'explication autour de cette nécessité, je pense qu'on aura tous, et qui deviendra comme de regarder la météo. Voilà, est-ce que je suis dans un environnement pollué, oui ou non ? Est-ce que je peux sortir faire du vélo ? Est-ce que je peux courir ? Est-ce que c'est pertinent d'emmener mes enfants jouer au parc ou pas ? À propos de vélo, est-ce que vous avez déjà travaillé ou est-ce que c'est envisageable avec des fabricants de masques, par exemple des masques dédiés au vélo pour tester la qualité de l'air dans la circulation ? Bon, quand on est à vélo, clairement, on est étouffé. Alors certes, nous avons à Paris des coronapistes, mais on reste étouffé. Est-ce que ça, c'est des joint ventures possibles ou des associations possibles ? Je ne sais pas si cette idée a déjà germé, j'en ai pas entendu parler. En tout cas, on a plein de fans de vélo dans la boîte. Et on est en train de développer quelque chose d'un peu spécifique pour les gens qui font du vélo et qui veulent savoir si sur leur parcours, ils peuvent, en toute sécurité et sans masque, ne pas s'intoxiquer. Okay. Alors j'ai évidemment une question. Pas besoin de masque en fait. Donc pas besoin. Oui, l'idée. On choisit un parcours, bien sûr, voilà, qui le permet. Non, mais c'est important alors ça c'est plus de l'urbanisme, mais de pouvoir faire corréler en fait le parcours de mobilité douce avec la qualité de l'air, l'un alimentant l'autre. Une question que je t'avais plus ou moins posée, mais est-ce que le futur d'Héliken, ce serait de détecter un prochain Covid ? On sent qu'il y a des attentes autour d'Héliken. Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a 5 ans, il n'y avait rien qui existait. Ce type de capteur, ils n'existaient pas. Et les fondateurs ont envie de le faire parce que les plus grands experts de ce sujet leur ont dit que c'était impossible. Donc peut-être que si c'est vraiment impossible de détecter le virus, peut-être qu'en fait, on va le faire. En tout cas, il y a un réel besoin de se mesurer. Et je pense qu'on est quand même là dans la notion de mesure. Je veux dire, on a Yuka pour mesurer l'éthique de ce qu'on achète. On a des mesures dans tous les sens. Ce serait quand même le bout du monde de ne pas avoir la mesure de la qualité de l'air. En tout cas, merci beaucoup. À toi d'être venue, Olivia, vraiment. Alors, comme Classroom, vous pouvez télécharger l'application Helikens Air et voir si c'est vivable dans votre rue. J'ai vérifié que dans la mienne, c'était globalement vivable, donc bravo. Et j'accueille notre dernier invité. Salut à toi. Salut Thierry. Bienvenue Aurélien Lintz. Yes. Aurélien, tu as cofondé. Exactement, on est trois fondateurs. Minuit Une. D'une certaine manière, j'allais dire que tu es celui dont le business a, en tout cas sur le papier, été le plus impacté par la crise, puisque vous fabriquez de la lumière, des luminaires pour les salles de concert. Ouais, c'est pas qu'il y a eu moins de concerts, c'est qu'il y a eu plus du tout de concerts. Comment vous avez fait ? Comment vous êtes encore en vie ? Là, on est dans un moment où... bientôt, très 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 bientôt, on va pouvoir revenir dans des concerts. Il y a déjà eu des concerts tests, pas en France mais à l'étranger. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et comment l'année a été mise à profit entre guillemets pour changer et puis pour se développer ? Alors, donc nous on est fabricants d'éclairage à destination du monde du spectacle. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie que premièrement, nos clients c'est le monde du spectacle. Le monde du spectacle est à l'arrêt. Et par ailleurs, c'est les tourneurs, c'est les salles. C'est essentiellement concerts, théâtre, événementiel. Donc nos clients sont à l'arrêt. Nous, on est fournisseurs. Donc on sait très bien que les premiers concerts ne vont pas forcément signifier que le cycle d'investissement est de retour. Il va falloir encore attendre un petit peu. Et par ailleurs, puisqu'on est fabricant, on fait aussi de l'ingénierie. Donc on a aussi avec ça la crise des supply chain, la crise des fournisseurs qui font que les composants électroniques sont rares. Donc je pense qu'on fait un peu le jackpot en termes de crise. Effectivement. Donc arrive ce moment où la crise, on la sent d'ailleurs très tôt, dès le mois de janvier.
parce qu'on avait une super livraison à faire au mois de mars pour les US. Et au mois de janvier, notre fournisseur, alors nos produits sont made in France, mais notre fournisseur de diodes est en Chine, ferme à cause du Covid. Donc là, mois de janvier, on comprend en fait, que notre si on année... avait dû savoir ce qui allait se passer, il fallait t'interviewer toi. En fait. Du coup, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu comprendre très vite l'ampleur du problème, parce qu'on a été sensibilisé très tôt, et donc on a réagi très très tôt. Je dirais que l'activité partielle, on l'avait activée fin février, début mars. On avait déjà coupé la plupart de notre budget au mois de février, donc ça nous a préservés. Donc il arrive ce moment où on se dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous êtes combien à ce moment-là? Là, on était 14, 15. Okay. Bon, maintenant, on est une douzaine parce qu'on a eu 2 départs pour cause de déménagement qu'on n'a pas forcément renouvelé. Mais donc, pour préciser les choses, donc on développe une nouvelle génération d'éclairage sonographique qui a pour particularité de permettre de faire des shows plus immersifs, plus impactants, avec moins de logistique, en nécessitant moins d'éclairage que si on utilisait des projecteurs classiques monodirectionnels, spécialement en salle de taille moyenne. Salle de taille moyenne, ça va de 500 à 2-3 000, c'est ça? Voilà, là, on est vraiment spécialisé. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas embarquer nos projecteurs ailleurs, mais c'est vraiment notre cœur de cible, c'est les salles de 500 à 2000 personnes. Okay. Et donc, on se pose les questions. Et la première chose qu'on se dit, c'est, bon, tous ces prescripteurs qu'on a parfois du mal à accrocher parce qu'ils sont tournés précisément. Donc les prescripteurs, c'est les lighting designers, donc les scénographes, éclairagistes, et puis certains distributeurs, parce qu'on travaille beaucoup à l'international. Avant la crise, on était à 80% à l'international. C'est pas toujours évident d'avoir les personnes au bout du téléphone, surtout qu'on est sur une nouvelle génération technologique, donc il y a un peu de pédagogie à faire. La première idée qui nous vient, c'est tout le monde est libre. Tout le monde est libre. Tout le monde doit nous répondre à son téléphone. Personne ne peut nous répondre. Je suis en tournée, je ne peux pas te répondre. Donc là, on se dit, OK, c'est parti, on appelle. C'est un secteur entier à l'arrêt. Voilà, c'est ça. Donc là, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, tout le monde s'arrête. Donc là, on se met à appeler. Et là, il se passe 2 choses. La première, c'est qu'on réinvente aussi un peu la manière de présenter nos éclairages. C'est-à-dire qu'avant le Covid, une démo, c'était physique, en réel, parce qu'on fait de la lumière, on fait de l'expérience, il faut le ressentir. Oui, ça se vit. Et personne n'envisageait de faire ça autrement. On continue d'équiper notre showroom, on passe en streaming multicaméra et on essaye de vraiment présenter au mieux nos produits à travers un écran. Et d'une certaine façon, en face de nous, les interlocuteurs n'ont pas le choix. Ils sont aussi coincés chez eux. Et donc finalement, on développe cette nouvelle façon de présenter nos produits. 1 an plus tard, on a fait plus de 500 démos en ligne. Alors à l'échelle du monde, c'est pas tant que ça. Mais si on choisit bien les prescripteurs, c'est énorme. Et le showroom, il est où? Comment? Le showroom à Montreuil. À Montreuil. Vous êtes tous les bienvenus. Okay. Donc l'idée, c'est de se dire que on appelle mois d'avril, mois de mai, et là on constate qu'en fait le besoin qu'on avait identifié en 2013-2014, au moment où on a développé la technologie, on l'a imaginé parce qu'on s'était dit, ok, dans les Bercy, dans les arènes, il y a des super light design, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dur à produire de l'immersion, de la perspective avec 30-40 projecteurs classiques, on va dire. Et donc, on avait développé nos produits pour que 4-5, et on le voit aujourd'hui, nos clients, c'est ce qu'ils font, 4-5 de nos luminaires, amènent de l'immersion, de la perspective. Et donc, on a un show super avec 4-5 produits au lieu d'une trentaine, voire plus. Donc, les économies sont super, super intéressantes. Mais jusqu'avant le Covid, on était quand même dans une démarche, on n'est pas la seule industrie qui était dans cette démarche-là, du more is better. Plus de projecteurs, c'est mieux. Et d'un coup, on appelle donc notre industrie, et là, tout le monde est à peu près d'accord pour nous dire que le nouveau challenge de l'industrie, c'est comment est-ce qu'on va préserver l'expérience du public alors qu'on va devoir travailler avec plus de contraintes. Plus de contraintes, ça veut dire moins de projecteurs parce que moins de budget. Mais il y avait vraiment cette course au gigantisme. On le voit. Et, dernièrement, il y avait les salles étaient de plus en plus grandes, les shows étaient de plus en plus importants, il y avait de plus en plus de matériel et de plus en plus de... Il y a un rapport qui vient de sortir hier, un pré-rapport, The Shift Project, justement, qui vise à décarboner un peu le monde entier, toutes les industries. Et là, le pré-rapport est sorti sur la culture, c'est exactement ce qu'ils expliquent là-dedans. C'est que, si on prend un exemple, en l'occurrence, si on divise les jauges par 10, si on pense au très gros stade, le Stade de France, 80 000 personnes, si on divise les jauges par 10, on réduit l'impact carbone par 30. Donc en fait, on comprend l'intérêt d'aller vers... Lorsqu'on comprend ça, pourquoi est-ce que finalement, si avant, ce qui portait la croissance de l'industrie du spectacle, c'était le toujours plus grand, ce qui maintenant va porter la croissance va se situer dans les salles de taille moyenne, toujours plus d'événements de taille moyenne. Et là, on comprend qu'en fait, cette crise, d'un coup,
en fait, va accélérer le besoin de nos produits, que notre marché vient de grandir. Ce qu'on imaginait en 4-5 ans est arrivé du jour au lendemain. Et donc ça nous a permis de travailler. dingue, parce qu'en en fait, on ne s'attend pas du tout à ça. On ne s'attend pas à ce que une mise à plat totale du business permette finalement de rendre votre discours en adéquation avec la réalité. En fait, finalement, on était dans une industrie qui marchait très bien. Et tout le monde devait faire une super année 2020, vraiment en développement, il y a toujours plus de salles. On voit en France, il y a quand même un tissu de salles de concert très récentes qui ont été construites ces dernières années. Oui, quand tout va très bien, pourquoi est-ce qu'on changerait nos habitudes? On est quand même super innovant, donc on demande un changement d'habitude d'une certaine manière. Et d'un coup, on est contraint, on doit travailler sur la contrainte. Alors il y a deux choses. Il y a premièrement, contrainte budgétaire. Comment est-ce qu'on va offrir une expérience digne de ce nom alors qu'on va avoir moins d'argent, concrètement? Et maintenant, ce qu'on voit émerger, c'est de la contrainte logistique volontaire. C'est-à-dire qu'il y a une part qui a doublé ou triplé d'acteurs qui volontairement se disent si je peux tourner avec 2 camions au lieu de 3, faisons-le, parce que je vais réduire mon empreinte. Et nous, on le ressent. Aujourd'hui, on a de plus en plus de clients dont la première question, c'est « Ok, combien consomment vos produits ?» Quand on nous pose cette question, derrière, on sait que... Mais c'était un discours que vous aviez déjà avant, mais vous l'aviez un peu mis sous le boisseau parce que ça ne prenait pas. Alors, on l'avait avant, ça prenait suffisamment pour nous développer. Disons qu'on est passé d'un stade où on nous disait, et là où ça marchait très bien notamment, c'était dans les tournées les petites tournées de petite à moyenne taille, parce que finalement, eux, ils avaient déjà peu de moyens. Ils n'étaient pas capables de tourner avec 3 à 4 camions, donc ils se disaient déjà, ok, j'ai juste une remorque, qu'est-ce que je mets dans ma remorque pour en tirer le meilleur parti? Et là, on est le meilleur ratio. Oui, c'est assez... pardon, on va essayer de décrire l'objet. Ouais. Alors, tout à l'heure... on a eu des petits capteurs, c'est un peu plus gros, c'est une boîte un peu là. Alors, pour expliquer notre luminaire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un luminaire, lorsque vous l'avez en face de vous, c'est déjà une expérience immersive en 3 dimensions et créative. Voilà. Alors que normalement, avec un projecteur qui est un faisceau, pour créer de la perspective ou de l'immersion, il en faut 20, 30. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça la grande différence, c'est qu'un produit est une expérience. Alors, tu disais tout à l'heure, on a eu 2 impacts. D'abord, 1, l'industrie qui s'arrête, et puis 2, la crise de la supply chain. Comment celle-ci a été résolue? Est-elle résolue? Alors non, elle n'est pas encore résolue. Et les cargos ne traversent pas encore les océans pour transporter les... C'est certains semi-conducteurs qui sont quasiment... c'est des fournisseurs qui nous appellent. Bonjour, je passe mes délais de livraison de 16 à 28 semaines. D'accord. Et encore, je connais d'autres sociétés de l'industrie qui sont passées à 52 semaines. Voilà, c'est... En plus, le prix du fret a augmenté, etc. Donc, on gère tout ça, on essaie d'anticiper. Et donc, on fait savoir aussi à nos clients qu'il faut au maximum essayer d'anticiper. Aujourd'hui, ça se traduit pour nous de manière, sur l'anticipation, j'entends, plutôt intéressante, puisque donc, en ayant fait beaucoup d'efforts sur nos dépenses, mais en ayant préservé, donc en réduisant nos dépenses au maximum, mais en ayant préservé notre budget d'investissement, on a réussi à traverser la crise tout en développant un nouveau produit qu'on va dévoiler au mois de septembre, qu'on a commencé à dévoiler maintenant, là, tout de suite. Confidentiellement, non, parce que vous ne verrez pas de photos ni de vidéos, mais de manière confidentielle à nos clients les plus proches, bien sûr. Mais on a réussi à investir quand même pour sortir ce nouveau produit qui répond parfaitement à ce challenge de plus d'expérience, moins de logistique. On a aujourd'hui un carnet de commandes qui est plein. Donc la chance qu'on a, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on doit gérer les problèmes de prod, certes, comme tous les industriels du moment, mais c'est ce qu'on va dire des bons problèmes, puisqu'au moins, il y a de la commande derrière. Il ne faudrait pas qu'il y ait un nouveau confinement, il ne faudrait pas qu'il y ait une nouvelle mauvaise surprise. Là, on parle toutes choses autant égales par ailleurs, c'est-à-dire à condition actuelle, avec une reprise lente mais sûre. Alors, sur la France, je parle que ce soit à titre personnel Bien ou professionnel, je n'aimerais vraiment pas qu'il y ait un nouveau départ. Maintenant, heureusement, on travaille à l'international et notamment grâce à la disponibilité des distributeurs et grâce à l'innovation, à nos innovations, voilà, on a réussi à ouvrir en période de crise une dizaine de nouveaux territoires. On parle du Canada, du Royaume-Uni, de l'Estonie, d'Israël, de l'Ukraine, du Danemark notamment. Et on est en discussion actuellement avec une vingtaine de territoires, Amérique du Sud et Asie. Voilà, nous, ce que l'on espère, c'est que si jamais ça repart quelque part, ça ne reparte pas non plus partout. Et on peut avancer comme ça. Ouais, voilà. T'as pas envie que ce soit le vent dans les voiles tout de suite?
Il faut que ce soit petit à petit. De toute façon, à mon avis, ça va repartir. Tout le monde va pas repartir en même temps. On le voit aujourd'hui. Alors, j'ai une question qui arrive sur le fil. Des études montrent que les consommateurs, mais ça va dans le sens de ce que tu dis, hein, que les consommateurs ont profité de la crise pour adopter des modes de vie plus sains et respectueux de l'environnement. Est-ce que les clients de Menu Une vont se servir de ces projecteurs comme argument commercial pour leur billetterie ? Il y a quand même un effet d'onde. Est-ce que, bon, alors, indépendamment du fait qu'on a, je crois, tous envie de revenir dans des salles de concert, et je crois d'ailleurs que Minuit Une a aussi été créé parce que vous étiez l'idée est née dans une salle bande de concert. de copains qui aimaient bien aller dans les concerts et qui disaient, bah merde, les luminaires, ça va pas là. Mais est-ce que... On peut faire mieux. On peut faire mieux. Pardon, bien sûr. On pense évidemment à Daft Punk et à ces LED de Coachella. Mais est-ce que ça peut être aussi un argument pour des salles de taille moyenne, pour des tourneurs, de dire bah regardez, moi j'ai du matos qui est un matos plus propre, plus optimisé. Alors sur Daft Punk, dommage, j'aurais adoré qu'ils utilisent nos projecteurs. Mais tu peux les avoir séparément maintenant. S'ils m'entendent. Mais sinon, nous on le remarque, on le ressent aujourd'hui. Voilà, il y a de plus en plus de producteurs dont la première question c'est combien consomment vos produits, parce que pour nous maintenant ça devient un impératif de pouvoir montrer entre guillemets patte verte. Maintenant, je pense, alors nos produits méritent à être connus parce qu'ils sont très différenciants. Le public le remarque. On était parisien ou de banlieue parisienne, donc on est basé à Montreuil, donc ça paraît que nos produits sont les plus connus. On sait qu'il y a une partie du public qui reconnaît nos produits et lorsqu'ils savent que nos produits sont utilisés, le notent. Et voilà, on a eu des échos comme ça. Donc on espère pouvoir développer ça à une plus grande échelle, à l'échelle internationale. Mais dans tous les cas, je pense que les producteurs ont intérêt effectivement à faire savoir ça, parce que je pense que de plus en plus de consommateurs ils feront attention. Je pense que c'est tout un challenge tout aussi excitant de se dire, de regarder la qualité du show produit, mais aussi la logistique qui va derrière. Je pense que c'est un challenge très intéressant. Pas juste le résultat final, mais comment est-ce qu'on y est parvenu. Je pense qu'il y a pas mal de trucs autour de la nécessité de la transparence, de regarder un peu dans l'arrière-cuisine pour savoir comment c'est fait. Ce ne sera pas tout le monde demain qui d'un coup va changer ses habitudes, mais en tout cas, on constate qu'il y a vraiment comment on dit, que la bulle de personnes concernées par ça s'est fortement agrandie soudainement parce qu'on a tous eu le temps de réfléchir. On s'est tous dit, en vrai, si on ne change pas maintenant, quand est-ce qu'on change ? Si on ne profite pas de ça pour changer, nous, c'est notre théorie. L'expression un mal pour un bien. Bon, le mal, on l'a senti. Hein. On sait où il est. Allons chercher le bien. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, c'est ma dernière question, l'idée qu'on peut conjuguer un certain art de vivre, ce fameux hédonisme, d'aller refaire la fête tout en étant éthique, disons, ou responsable ? Et puis même être responsable. Cette étude-là le démontre, c'est que si on réduit un petit peu la voilure, c'est même bénéfique pour l'emploi. C'est bénéfique pour l'emploi. Pourquoi ? Parce que ça veut dire plus d'événements de taille moyenne. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on est parti sur des gros événements ? C'est parce que là, en fait, on tire davantage sur la corde. Et si on a plus d'événements de taille moyenne, en fait, les études montrent que ça crée plus d'emplois. Et si ces événements de taille moyenne utilisent nos produits, on pourra aussi dire qu'il y a plus d'expérience. Donc, allons-y. Ok, c'est tout bénef. Merci à toi. Et d'ailleurs, je précise pour ceux qui nous regardent que quand on va sur votre site, il y a quand même pas mal de belles démos. Alors, on n'est pas en 3D, on n'est pas immersif, on n'est pas dans le showroom, mais il y a quand même déjà de très belles choses. Le prochain concert, c'est quand ? J'ai l'impression d'interviewer un rocker en tournée. Non, ta prochaine date ? Alors, on a eu, ça y est, ça recommence. On a des petits événements. Le week-end dernier, c'était au Canada. On a eu Taïwan, on a eu les US. On a eu un show télé aux US, les Latin American Awards. Donc non, ça redépart, on le ressent. Mais c'est pas encore demain qu'on sera dans une fosse à l'Olympia. Mais très bientôt. Ok, cool. Merci à toi. On arrive au terme de reste avec moi en tant qu'affaire. On est en train de conclure là, donc on arrive au terme de cette rencontre. Franchement, c'est vous redonnez très clairement. Moi, je le dis. Alors, je transgresse totalement mon rôle de journaliste objectif, mais je crois que vous nous redonnez un peu la pêche tous autant que vous êtes. Merci encore à toi. Merci à tous les quatre. Je rappelle qu'on se retrouve le 16 juin ici même, j'espère encore en présentiel, pour un prochain totem autour du retail, comme les commerces en ligne et responsabilité sociale. On est parfaitement dans le thème qu'on a évoqué ensemble. Merci encore à toutes et tous. Merci à toutes les équipes derrière là qui ont œuvré pour que tout se passe merveilleusement bien. Très heureux de vous retrouver le 16. À bientôt. Salut à toutes et à tous. Ciao. Merci.